que la caméra n'est pas dessus. Ah, c'est bon. Bel bonsoir peuple, moi, qui explique que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre rendez-vous hebdomadaire. Votre rendez-vous, votre émission, je tiens à le répéter. Bienvenue à vous dans votre émission Tchoupou-Tête. C'est le rendez-vous où on apprend, où moi-même j'apprends énormément de mes invités. Et j'espère que toi aussi tu apprends, Ulrich, dis-moi. Ben oui, évidemment, sinon on est plus équipés. Tout le cas apprendre, ça donne. Ça dit, Oh, voilà, ça va tranquillement? Petite semaine qui recommence? Oui, voilà. Ok. Enfin, bon, après, ça dépend de dans quel espace-temps on se pose. Mais, Exactement. bon, en tout cas, ça va. Oui. En parlant d'espace-temps, on va parler de l'origine ce soir. On va parler de peuple autochtone, j'ai envie de dire. C'est le vrai peuple, le premier peuple de la Martinique. On va en parler ce soir avec un invité de qualité qu'on va présenter dans un petit instant. Mais avant tout, je tenais à féliciter une initiative prise par des Martiniquais conscients. Il y a eu sous les réseaux dédicace à Olivier, négatif, pas négatif, qui avait lancé une initiative par rapport à un lieu pas trop entretenu, j'ai envie de dire, à Fort-de-France, ce jardin des Clieux. Donc, il avait fait un appel pour dire à la mairie de pouvoir effectuer un nettoyage, que ce serait bien, parce qu'il y a une teneur dans ce jardin, une teneur historique. Et il a fait un petit appel au réseau, et le lendemain, des Martiniquais, une quinzaine de Martiniquais, ils se sont rendus sur place. Grégory, si tu peux passer les images, s'il te plaît, comme ça on va voir l'avant et l'après. Nous sommes à Desclieux ici, là, précisément. Quand je regarde comment notre histoire est traitée, je demande au maire de Fort-de-France, Monsieur Laguerre, veuillez m'expliquer c'est quoi comme style d'entretien. Eh ben, le frangin, grand merci. Grand merci. Eh ben, nous pas obligés d'attendre en laisser moun ta. Si c'est moun ta, yo même pas qu'à respecter les ancêtres nous, les ancêtres yo, nous-mêmes, nous qu'à respecter les ancêtres nous. Donc, travail ta, nous ça fait nous-mêmes. Nous pas besoin de ces messieurs pour faire. Donc, maman est là, demain matin, à partir de 8 heures, nous qu'à descendre là, nous qu'à nettoyer ici là. Ça se dit. Et yes, Idel, yes, grand. Merci, big up pour la réactivité, big up pour l'initiative, tu as totalement raison. Tout ça, c'est l'amour. Donc, nous qui prenons tout chez nous pour aller honorer les ancêtres nous en grand sans attendre les personnes. On dépose la bêtise depuis, on a déjà compris. Donc, rendez-vous samedi à Desclieux, 8 heures. Bot là, j'apparais, coûte là, j'apparais, grand, j'apparais. Nous avons fait ça, nous paye, mais nous avons fait plus de chez nous, en grand. Tout. Donc, comme dit, comme fait, samedi dernier, yo prend coup de la yo prend gant yo, et yo nettoyer site là. Si tu veux montrer quelques images pour montrer la réactivité, l'initiative, la prise de la solidarité également des Martiniquais par rapport à certains lieux, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui devrait se faire naturellement, sans attendre qui que ce soit, sans attendre la mairie, sans attendre les autorités. Si nous voyons certains lieux dits historiques ou bien même certains lieux importants, eh ben, on nous bat. Voilà, c'était un petit clin d'œil que je tenais à dire. Maintenant, nous allons parler de la thématique de ce soir. C'est marqué juste en dessous, l'héritage Kalinago. Comme je disais tout à l'heure là, le peuple premier, le peuple autochtone martiniquais, caraïbéen. Et pour cela, nous avons un invité. Bonsoir notre invité. Bonsoir, bel bonsoir Jonathan, bel bonsoir Ulrich. Ben, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, alors Abner Derio, mon nom kamit c'est Takou Kiele. Takou Kiele. Donc sur le plan civil, j'ai une activité de formateur pour adultes, je fais de l'accompagnement depuis un certain temps déjà. Et puis depuis quelque temps, j'ai créé Ekia Expérience. Et l'idée, c'est de proposer comment je vais dire ça, de se réunir autour de 3 choses qui sont importantes, enfin de mon point de vue, c'est la nature, les symboles et les rituels. Donc je vais peut-être aussi détailler ce que j'entends par symboles et rituels, hein, mais en gros, Ekia Expérience se propose de créer des occasions, donc de se réunir à partir d'une perspective du sacré et de créer de l'identité aussi, hein, à partir de cette notion de sacré aussi.
mais c'est-à-dire en dehors des religions que l'on connaît habituellement, puisque effectivement, les gens vont aussi parfois et adhèrent parfois aussi à certaines religions parce qu'elles vont répondre à un besoin d'être ensemble aussi, de se retrouver, d'avoir une forme de chaleur humaine. Et ça aussi, c'est un élément important aussi dans la notion de spiritualité, parce que c'est aussi l'expression de l'unité. Et il y a une quête d'unité qui s'exprime aussi à travers une forme de sociabilité chaleureuse, harmonieuse. Donc il y a une quête de ça, et l'idée c'était aussi à travers, et qui a expérience de répondre à ça. On va en parler dans un petit instant. Avec plaisir. Donc l'héritage Kalinago, c'est une thématique, on en parlait assez régulièrement. On devait le placer, on l'a placé. Donc pourquoi parler ce soir de cet héritage, Ulrich? Parce que c'est toujours... j'ai envie de dire que cet héritage-là, il est beaucoup sanctuarisé, il est mis dans des musées. Donc on a effectivement des musées qui font le travail, hein, je ne remets pas ça en question. Mais maintenant, j'ai l'impression en tout cas que par rapport aux défis qu'on a, pour une Martinique justement qui évolue vers une souveraineté en tout cas, il faut aussi qu'on puisse faire ce lien-là avec les peuples qui ont vécu sur notre territoire, parce qu'ils avaient un savoir-faire, ils ont une expertise qui est de plusieurs siècles justement, et sur un territoire qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont vu, qu'ils savent justement comment l'appréhender. Et nous aujourd'hui, je pense que, étant donné les défis, notamment les défis climatiques, c'est presque une obligation finalement de se rapprocher de cette culture de base-là, parce que c'est la culture qui est experte dans le vivre sur une île. Et maintenant, je pense qu'il faut vivre cet héritage-là. Il ne faut pas seulement le laisser dans les musées ou penser que c'est juste on a mangé 2 cassaves et puis c'est terminé. Je vais prendre un exemple précis, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien les effets que peuvent avoir le gluten. Il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au gluten. Donc, on va aller chercher des solutions par-ci, par-là, mais en fait, les solutions sont déjà chez les peuples Kalinago, la galette de manioc. Tout ce qu'ils faisaient, en tout cas, avec le manioc, justement, comme nourriture, c'était déjà une nourriture qui était sans gluten et qui se base sur, en plus, une souche, une racine qui vient du continent américain, justement, le manioc, et qui savait justement comment le cuisiner et tout. Donc, les réponses sont là. Les réponses sont déjà là. Maintenant, c'est pouvoir utiliser tous ces éléments-là pour se projeter vers l'avenir. Je ne dis pas qu'il faut refaire exactement ce qu'ils faisaient, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut s'inspirer. Donc là, j'ai pris l'exemple du manioc, mais il y a aussi l'habitat. Je répète que pour moi, un habitat léger est plus pérenne, surtout par rapport aux enjeux climatiques, qui fait qu'il va falloir qu'on s'adapte. C'est plus intéressant d'être dans ce type d'habitat que d'être dans des habitats justement bétonnés qui artificialisent les sols et qui fait que, par exemple, aujourd'hui, on a eu 65 mm de précipitations, par exemple, au Gros-Morne, et c'est un chantier pas possible, en fait, tout ce que ça fait, parce que, justement, le sol n'absorbe plus ces quantités d'eau-là qui vont de plus en plus arriver de rue sur la Terre. Donc, voilà, il y a toute une science qui est, à mon avis, à explorer, mais au-delà d'explorer, d'expérimenter, parce qu'il y a, je pense, pas mal de réponses à nos défis qui se trouvent dans la culture des Kalina. D'accord. Vous avez constaté cette thématique ce soir. Esca historique, mais vers une projection vers l'avenir. Et Abner, si tu peux nous parler de ton parcours militant, s'il te plaît. Alors, oui. Alors, moi, je ne me définirais pas nécessairement comme un militant, ni comme ayant eu un parcours militant, mais comme quelqu'un qui, à un moment donné, à la suite de prise de conscience, à la suite aussi d'un parcours de recherche d'une certaine vérité, au moins historique au départ, je me suis mis à vouloir contribuer, à apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, j'ai apporté ma pierre à l'édifice au sein d'associations sous la forme de bénévolat. J'ai également, sans forcément citer ces associations-là, mais oui, à un moment donné, j'ai ressenti fortement le besoin aussi de contribuer. Et c'était pour moi le moyen de aussi réintégrer un peu l'esprit communautaire. Parce que forcément, nous, on est aussi, enfin nous, en tout cas, cette génération, la mienne et celle peut-être qui sont après encore plus, on est dans un paradigme individualiste. On a été en quelque sorte éduqué dans ce paradigme. On recherche, on fait des études, ensuite on recherche une activité professionnelle, on tâche de se réaliser, de s'accomplir. Et puis bon,
En fonction de ses sensibilités, on s'investit plus ou moins, en fonction aussi des influences des éducateurs parentaux ou des influences parentales, etc. Mais moi, j'avais pas forcément cet investissement. Et à un moment donné, je dis oui, c'est important, à un moment donné, d'apporter aussi sa contribution et de faire communauté. Mais tu viens de me décrire un militant. Alors, tu es un militant. Excuse-moi. On peut jouer sur les mots. Je l'entends ainsi. On peut jouer. Oui, c'est une forme de militantisme, mais c'est un engagement. Parce que comme le militantisme est marqué, je porte. Et puis là où je suis, que ce soit sur un plan professionnel ou associatif, c'est aussi de dire là où je suis, je peux aussi faire passer des idées. Non pas dans le sens faire passer des idées, ou en tout cas partager de la connaissance qui n'est pas forcément accessible, notamment auprès de certains publics. Moi, j'ai pas mal œuvré au sein des structures d'insertion, activité par l'insertion par l'activité économique. Et effectivement, on n'a pas forcément affaire, en tout cas de manière générale, à des personnes qui vont forcément se rendre à des conférences, lire des bouquins, etc. Et donc là où l'on est, moi, c'était de dire, là où tu es, tu peux amener de l'information. Tu peux favoriser une réflexion. Tu peux amener une sorte des prises de conscience, peut-être. Voilà. C'est ça. Prise de conscience très important. Et donc, à partir de là, tu transmets les formations. Exact. Tu mets la petite graine où il faut. Je mets la petite graine. Donc oui, on peut considérer, puisque le militantisme, il y a un accent idéologique. Donc il y a une forme... on défend des idées. Voilà, c'est pas forcément sur le tiers. C'est-à-dire qu'un professeur peut être militant et ramener certaines connaissances, peut parler de Kalinago, tout à fait, qui n'est pas forcément dans le programme. Exactement. Donc, c'est du militantisme. D'accord. Moi, d'accord avec vous. Ok, du coup, on va parler précisément de l'événement. Donc, oui. Est-ce que tu peux nous mettre l'image, le flyer en tout cas, de l'événement pour qu'on puisse développer là-dessus, donc que tu organises, voilà. Donc, pourquoi tu as décidé d'organiser cet événement, donc le masterclass sur la fabrication du kachiri? Alors, pour répondre à un besoin qui n'est pas forcément formulé, que j'ai touché du doigt l'année dernière, notamment quand l'association Carisco a mis en place le premier Nouvel en Caraïbes. Parce qu'il y a une association qui œuvre maintenant depuis plus de 20 ans, ça fera 21 ans là bientôt, et qui fait la promotion de la culture et du patrimoine Kalinago. Bon. Et moi, je me suis intéressé justement à ce Nouvel en Caraïbes, et on a parlé des toiles, on a fait venir des chefs traditionnels de la Guyane, et du coup, voilà, moi, c'est parti de là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des personnes curieuses. On n'était pas forcément très nombreux, mais il y avait une curiosité. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de le proposer, mais dans une forme un peu différente, à travers, effectivement, une immersion où l'on met la main à la pâte. Où il ne s'agit pas simplement de prendre de l'information, aller à une table ronde ou aller à une conférence. On n'a pas tous forcément ni le temps, ni les dispositions, bref. Et du coup, là, c'était de dire, et si on pouvait donc se réunir, c'était ça l'idée, et de manière pratique, faire quelque chose, donc être présent et faire quelque chose qui serait les gestes de nos ancêtres, des ancêtres Kalinago, et qui aussi mobiliserait bien sûr toute la signification spirituelle et toute leur culture. Donc c'est vraiment être dans l'action et à travers l'action se connecter. Quand je dis se connecter, c'est vrai que c'est un mot un peu galvaudé, mais l'idée c'est de dire en faisant les gestes, en s'appropriant un savoir-faire, c'est en quelque sorte récupérer un héritage. Et tu parlais tout à l'heure, Ulrich, quand on évoque les Kalinago ou la culture, c'est vrai, on l'évoque toujours un peu comme quelque chose qui est de l'ordre du vestige, quoi. Et bon. Et l'idée, c'est de dire qu'un peuple, une civilisation, c'est d'abord une âme. Et je précède peut-être la question sur la survivance, mais c'est d'abord une âme. Maintenant, cette âme, elle peut plus ou moins varier ses expressions, les choses peuvent plus ou moins se diluer, mais une âme, ou en tout cas, elle peut renaître. Je m'entends, c'est-à-dire on parle beaucoup aujourd'hui de résilience, mais l'expression, moi, qui me sied, c'est la renaissance. Donc, on voit bien aujourd'hui dans le monde des sociétés à caractère traditionnel
qui reviennent à leur tradition. On voit bien, effectivement, des personnes qui disent c'est important que nous puissions vivre, comme tu disais, et non pas toujours aller vers cette culture comme quelque chose qui est derrière nous, quoi. Ou comme quelque chose qui serait sous nos pieds, parce que bon, on a aussi les vestiges, bon, on a aussi, mais ça peut être aussi, voilà, dans la langue, dans des habitus, des comportements, dans des traditions qu'on n'arrive pas forcément à s'expliquer, mais qui se perpétuent. Et donc, il y a des choses qui se perpétuent, et quand on cherche le sens et l'origine, on n'en trouve pas forcément. Ou alors, on va trouver des explications, bon, un petit peu parfois curieuses, hein. J'en donnerai peut-être un exemple tout à l'heure, hein, quand on cherche, mais pourquoi est-ce qu'on mange du crabe, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est le crabe qui est consommé non seulement au moment de la fête de Pâques et le lundi de Pentecôte? C'est quand même, on peut se poser des questions. Pourquoi à ces deux moments-là, alors qu'il s'agit de religion chrétienne, pourquoi? Alors on va trouver toutes sortes d'explications. Mais pour peu qu'on se penche sur la question et qu'on pousse un petit peu les recherches, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se dire et de s'énoncer dans cette tradition et qui peut nous renseigner sur quelque chose de l'ordre d'une identité plus profonde qui nous ramène à nos racines, bien sûr, soit kamites, africaines, mais aussi à nos racines kalinago. Quand on va parler de vestiges concernant les kalinago, pour moi, je ne dis pas, voilà, comme je dis pour moi, vu qu'il n'y a pas de recherche ADN, c'est-à-dire que quand on écoute un peu les livres d'histoire, quand on lit un peu les livres d'histoire, on va dire que Christophe Colomb est arrivé et ils ont tué tous les autochtones sur place. Donc souvent, les gens ne vont pas forcément se dire qu'ils ont encore un lien jusqu'à présent avec le peuple Kalina. En fin de compte, il y a également des survivants, par exemple en Dominique, bon, ça on va en parler tout à l'heure, pour dire que ce n'est pas juste un vestige, mais c'est également dans une réalité, dans le présent, j'ai envie de dire. Alors, il y a des personnes qui se sont livrées à des recherches généalogiques. Sachant aussi que la recherche ADN est interdite en France. Voilà. Alors, effectivement, il y a la recherche par rapport à l'ADN et puis il y a la recherche généalogique où on retrouve parfois des registres ou des noms qui sont évocateurs, justement, de la culture, de la civilisation kalinago. Et vous avez des personnes qui peuvent identifier dans les membres de leur famille en disant « je sais que Tala, c'était un kalinago ». Et puis t'es maillé, puis donc on a des personnes qui ont encore cette, j'ai envie de dire, cette mémoire un peu vive de cela. Bon, il est possible, moi j'ai jamais fait le test ADN, mais il est possible que je porte dans mon ADN une information. Comme beaucoup de Martiniquais, je pense. Beaucoup de Martiniquais. Mais le truc, c'est que comme on veut le placer dans un vestige, comme si il aurait dit que toute Kalina, et puis pas ni Kalida. Et quand il y a certains livres d'histoire, on démontre qu'il y avait des Kalina qui se cachaient, mais ils étaient quand même présents. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que, par rapport à l'événement, bon, je pense que tu as déjà un peu répondu, mais pourquoi on devrait, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pourquoi on devrait y participer? Pourquoi on devrait y participer? Alors, parce que c'est une invitation à célébrer le Nouvel An. Si on parle d'un Nouvel An, ça veut dire qu'il y a une carte du ciel et qu'il y avait un calendrier. Ce sont des éléments de civilisation. Donc, on peut représenter des peuples comme étant des peuples antiques, n'ayant pas encore accédé à la civilisation, mais pour pouvoir concevoir une carte du ciel, c'est-à-dire diviser le ciel en 13 constellations, y associer des étoiles, définir des périodes des saisons, il faut mine de rien mobiliser de la science. Science certes de l'observation, mais on a des éléments astronomiques, on a des éléments liés à la géométrie. Et puis, il y a une organisation, effectivement, du temps qui détermine l'activité agricole, qui détermine l'activité sociale et qui détermine aussi l'activité rituelle, liturgique ou sacrificielle. Donc, le Nouvel An évoque, pour moi, pour répondre à ta question, le Nouvel An, c'est une invitation. Parce que quand on célèbre un Nouvel An, on se réfère à l'an zéro. L'an zéro, c'est symboliquement une origine. Et c'est à partir d'une origine qu'il y a un commencement. L'an 1, l'an 2, l'an 3. Et si l'on considère aujourd'hui, même si après les choses peuvent être discutées et discutables, est-ce qu'on est en 5000 et quelque chose ou en 4601? Là, on est parti, on s'est mis d'accord sur 4600. Si on considère qu'on est en 4601, il y a un an zéro. Donc quand on célèbre un nouvel an, il y a toujours une dimension commémorative. Ça veut dire qu'on se rapporte à une origine.
Et c'est sur la base de cette origine que l'année se renouvelle. Même si on n'est pas forcément éduqué à concevoir le nouvel an de cette façon. Et donc pour moi, c'est l'occasion idéale pour revenir à la source. La source étant considérée comme l'an zéro. Et si cet an zéro se réfère à un positionnement dans le ciel, lié au mouvement des astres, le soleil, les étoiles, on est dans quelque chose qui est déjà de l'ordre de la spiritualité, puisqu'on répète souvent ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On le répète, mais sans s'imaginer forcément que ce qui est en haut, c'est quand même les étoiles, les planètes, bref. Et donc, du coup, c'est intéressant. Je dis que c'est vraiment un moyen pour toutes les personnes, parce qu'il y a des gens qui sont en recherche, en quête de retour. On est en pleine ébullition, on en parlait tout à l'heure. On est en pleine ébullition, on recherche un petit peu les racines de notre identité. Et je me disais que c'est une façon de proposer de revenir à l'origine en passant par la notion du calendrier. Oui, parce qu'on a pu voir que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois. Nos ancêtres, parce qu'on parle aujourd'hui d'un calendrier, on parle de 2025. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un calendrier 4601. Ça veut bien dire qu'il y a une civilisation qui déjà compte le temps bien en amont et qui est déjà dans une dynamique, dans une lancée. Maintenant, on lui coupe l'herbe sous le pied à un moment donné. Effectivement, parce que quand tu parles de couper l'herbe sous les pieds, quand tu parles, on parle de calendrier, je constate que le calendrier Kalina, il n'est pas vraiment représenté via les réseaux. On va parler du calendrier chinois, islamique, hébraïque, bouddhiste, éthiopien, berbère, maya, mais tout ce qui est Kalina, on ne le représente pas. Tout à fait. Alors, d'une manière générale, j'ai observé aussi ça. On a des tas de peuples qui sont, je veux dire, des peuples traditionnels, qui ont des cosmovisions très intéressantes, qui ne sont pas forcément mis sur papier non plus, attention, parce qu'on est dans une tradition orale, mais qui ont une cosmovision très riche, qui ont des représentations du ciel, mais comme la chose n'est pas couchée sur un papier, on ne s'imagine pas que ça puisse exister. Maintenant, Carisco a fait ce travail en reconstituant effectivement la carte du ciel. Donc il y a une reconstitution à partir des éléments qui ont été rassemblés. On a reconstitué le ciel à partir duquel les Kalinago concevaient le nouvel an. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que le nouvel an ne démarre pas. On pourrait avoir cet élément de comparaison, ne démarre pas en janvier, mais démarre à partir de l'apparition d'une étoile à l'est, presque au même moment qu'au soleil. Donc c'est le lever héliaque des Pléiades. D'ailleurs, aux quatre coins du monde, il y a des calendriers qui ont considéré que c'est le lever héliaque des Pléiades. Héliaque, ça veut dire, ça réfère au soleil en fait. Et ça veut dire que les étoiles-là qu'apparaissent au même moment épisoleil, presque au même moment épisoleil là, ou bien petit brin avant, et quoi, ouais, soleil là, le bon matin. Pour avoir un repère, comme tu disais, si ça commence pas en janvier, pour avoir un repère, dirais grégorien, ce serait aux alentours de quel mois? Alors, c'est justement, c'est le mois de mai, fin mai, début juin. Ça, c'est vague, mais je vais expliquer. Parce que le lever, il y a bien un moment donné, on observe qu'il faut pouvoir l'observer au petit matin. Donc, effectivement, soit c'est l'observation qui prime, ben, il y a les conditions aussi météorologiques. Parce que quand on parle d'un lever, c'est une ascension progressive. C'est-à-dire qu'en fait, ce groupe d'étoiles ou cet amas d'étoiles disparaît. On ne le voit pas. Et puis, à un moment donné, il réapparaît. On a des notions apparition, disparition, auxquelles on va aussi associer un certain nombre de symbolismes à un moment donné. Donc on rentre aussi dans la pensée symbolique des peuples. Comme la notion des mois aussi, on dit que les mois ne devraient pas durer 12 mois, mais plus 13 mois. Mais bon, l'année ne devrait pas durer. Que l'année devrait durer plus ça. 13 mois 13 que 12 mois. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc il y a tout plein de théories, mais ça fait tout, je dirais, c'est toujours vague. Oui, alors il y a des choses qui toujours peuvent être discutées. Et pas sur 30 jours, sur 28 jours aussi, selon également
l'horloge chronologique, l'horloge de la femme, j'ai envie de dire. Oui. Aussi, on parle dessus par rapport à la régénération de la nature. De la nature. Alors, il y a ce que l'on observe effectivement, et puis il y a ce que les humains vont figer à un moment donné, et puis il y a les ajustements qui devraient être nécessaires pour qu'il y ait constamment une coïncidence entre ce que l'on observe et ce qu'on avait fixé. Si par exemple je considère que la période, par exemple, chaude commence à tel mois et se termine à tel mois, il est possible que d'un siècle à l'autre, parce que il y a aussi des phénomènes, je ne veux pas rentrer dans des aspects trop techniques, mais il y a des phénomènes, la précession des équinoxes, on en a à un moment donné beaucoup parlé, fait que d'un siècle à l'autre, ces repères peuvent bouger, c'est-à-dire les repères qu'on a figés sur le papier, il faudrait pouvoir les ajuster parce que dans le ciel, les étoiles qu'on voyait apparaître à un endroit, peut-être que dans un siècle, on les verra pas tout à fait apparaître à cet endroit-là. C'est le mouvement, c'est l'idée d'un mouvement. Et donc, il y a cette idée d'ajustement. Mais souvent, on a figé un calendrier et on a dit, par exemple, le lever héliaque, on peut se dire, le lever héliaque, c'est le 1er juin. Sauf que il est possible que l'année prochaine, le lever héliaque soit le 31 mai. L'année d'après, il est possible. Et puis, il est possible aussi que pendant les 4 prochaines années, ce soit le même jour. Mais ça va, le truc aussi par rapport à, je dirais au calendrier Kalina, oui. Ce sera surtout par rapport à la zone géographique du lieu. C'est ça, c'est la latitude. La latitude ne sera pas la même par rapport à l'Europe et ne sera pas la même avec l'Asie. Tout à fait, exactement. C'est extrêmement important, d'où on observe ce fameux lever héliaque. Voilà. Il faut le considérer de l'endroit où on l'observe, ce lever héliaque. Et donc, on peut de manière... C'est pratique de dire, on se met d'accord, ce sera le 1er juin. Ça, c'est pratique. Ça donne un repère commun à tout le monde. Maintenant, pour répondre à... Peut-être pour être clair aussi, j'ai posé la question à un service de renseignement astronomique. Pour être clair, avec une marge de manœuvre. Et ils m'ont répondu de manière claire. Parce qu'en fait, on peut considérer que le lever héliaque de cette étoile que l'on appelle Chiriki ou Chirika, ça dépend, bon, bref, que les Kalinago ont représenté sous la forme d'un crabe. Bon, on va peut-être y revenir parce qu'en fait, il n'y a pas d'ours. Donc, il ne peut pas dessiner un lousse, puisque il peut être dessiné en zagouti, enfin si c'est en Guyane, ou bien dessiné en iguane. Donc, ça veut dire que aussi le ciel, il est aussi culturel, il est civilisationnel. Il est à l'image de ce qui est là dans l'environnement des personnes qui l'observent, le ciel. Donc, le ciel aussi, mine de rien, c'est aussi l'objet de ce qui peut être colonisé, parce que si on fait un ciel universel pour tous les peuples, ça veut dire qu'on efface les cartes du ciel qui avaient leur spécificité, qui aussi étaient chargées d'un symbolisme spécifique en fonction de l'animal qui était représenté. Parce qu'un ours, c'est une symbolique, mais un crabe, c'est pas tout à fait la même symbolique. Surtout l'ours ne sera pas trop symbolique par rapport à notre localité géographique. Exactement. Donc, mes crabes là, l'on peut observer, on peut dire, gamin, il y a un crabe là, crabe là, il a telle caractéristique. Côté crabe là, caractère, son environnement, son habitat. Et du coup, ça vient apporter une richesse symbolique à ce qu'est le nouvel an, à leur compréhension du vivant. Et puis, ça apporte aussi une richesse symbolique sur le plan spirituel. Je veux dire, c'est pas une spiritualité primitive, enfin, comme on a voulu nous le présenter, c'est-à-dire qu'il y a une richesse au niveau de la compréhension du vivant dans son aspect visible et dans ses aspects invisibles. C'est là qu'on voit aussi qu'à notre époque, les gens sont plus éveillés, à savoir que dans le fait qu'ils aient diabolisé, par exemple, le vaudou et d'autres cultures pour démontrer que il n'y avait pas lieu d'être. Exact. On va continuer, D'ailleurs, par rapport à où tu as eu cette information? Comment tu as eu vent de ce phénomène, en tout cas, astral qui fait que... Le lever héliaque. Alors, d'abord, j'en ai eu vent l'année dernière, quand je me suis intéressé au Nouvel An Caraïbes, et quand, effectivement, j'ai découvert que c'était un des éléments. Alors, m'étant déjà intéressé à d'autres Nouvel An, et à d'autres récits de création du monde qu'on appelle des cosmogonies, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des éléments qui revenaient. Donc, il y a le lever héliaque, c'est-à-dire le lever au matin d'une étoile, mais il y a aussi la saison. Et en fait, si
on voit apparaître ce groupement d'étoiles, alors qu'on est encore dans la période sèche, parce que fin mai, c'est la période où on a beaucoup de chaleur, on est encore dans la saison sèche. Donc le lever héliaque marque à la fois la fin ou la période, la saison sèche, mais annonce en même temps l'arrivée des pluies. Donc quand on a ça, de manière générale, j'ai observé en regroupant les différentes informations qui sont à ma disposition, je remarque effectivement que quand on a ces deux éléments-là, on considère qu'on est sur une nouvelle année, c'est-à-dire mais qui renvoie à l'idée d'une naissance. Et le nouvel an, c'est à la fois une naissance, mais c'est aussi une régénération, une renaissance, puisqu'une année se termine et une autre commence. Et donc, ces deux éléments sont liés. Donc, on a les fameuses Pléiades, mais on a l'angle, on a la visibilité. Pour revenir, quand je me suis renseigné pour avoir l'information de manière plus précise, parce que l'année dernière, je me souviens que je suis allé voir ce lever héliaque le 5 ou le 7 de mémoire. Les conditions météo n'étaient pas réunies. On n'a pas pu les voir. Le 5 ou le 7 ? Le 5 ou le 7 juin. Juin, d'accord. Là, j'ai donc, posé... on a rendez-vous le mois prochain. Mais là, non. Là, peut-être qu'on pourra le voir avant, parce qu'en fait, ce lever-là, concrètement, a lieu le 31. Bon, je ne veux pas trop embrouiller les gens qui nous entendent, mais j'ai proposé le premier parce que c'est ce qui rend la chose visible, c'est l'angle, c'est l'écart angulaire entre le Soleil et les étoiles. Et on peut aller le 31, on ne verra rien. On peut aller le 5, on verra. Mais c'est toujours le lever héliaque. Parce qu'à ce moment-là, si les conditions sont réunies, on a un angle qui permet à l'œil nu de voir effectivement les étoiles. Donc c'est aussi l'angle de vue qui fait qu'on voit les étoiles. Parce qu'il y a des étoiles qui sont très brillantes, on les verra en ce moment. Si vous allez, vous observez un peu le ciel à l'est, très tôt le matin, il faut encore... Vous voyez une étoile très brillante dans le ciel. On va en venir. À savoir, ça va peut-être dépendre du lieu où on sera. Si on est dans le nord Caraïbes, bien dans le sud, est-ce qu'on pourra le voir du même œil? Si on regarde, ça dépend effectivement de... Moi, je pense que ça dépend généralement sur la Martinique. Moi, on peut le voir, à mon avis, mais ça dépend des conditions. Si là, il fait beau à Fort-de-France et qu'il pleut effectivement au Morne Rouge, c'est sûr que les conditions ne sont pas réunies, on a des nuages, et puis peut-être que... Mais globalement, là, en ce moment, on voit une étoile extrêmement brillante dans le ciel. Et comme elle a une brillance très forte, on la voit très bien. Les Pléiades ne sont pas aussi brillantes que Sirius, celle qu'on appelle Sirius, ou Vénus. Donc tout dépend aussi de la brillance des étoiles et de l'écart entre... voilà pour donner la réponse. Et donc j'ai su de manière claire que c'était le premier, mais si on part et qu'on va voir le 8, on peut aussi observer le lever héliaque. Parce que le lever, c'est aussi une ascension. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois symboliquement, mais réellement, les étoiles, on ne les voyait pas, elles avaient disparu. Puis elles réapparaissent et on les voit ascensionner comme ça, d'un jour à l'autre. Et à un moment donné, elles vont disparaître. Excuse-moi, comme oui. Tu attises ma curiosité. Oui. C'est aux alentours de quelle heure, à peu près? Est-ce que c'est par rapport à un nombre de jours, par rapport à une heure? Non, pour l'observer, il faut aller très tôt le matin. De toute façon, je nous tenir rendez-vous à 4 heures. Bon, moi, je vais lever le matin, là, je vais regarder le ciel là, vers 5 heures. 5 heures, bon, parce qu'on a un peu de luminosité aussi du soleil. Et l'étoile, elle est très visible. Même, voire, j'ai envie de dire, parfois, même 5h30, si l'étoile est très brillante, on la voit. Donc, si mon parti à 4h30, mon l'archer, mon peut voir en l'air, alors? Ou parti à 4, ça va dépendre de comment on va progresser. À quel retour avancer. On continue. L'élément que je voulais juste ajouter, c'est... Et ça correspond aussi... Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est... À mon avis, en tout cas, c'est pas un hasard. Et c'est des éléments très spirituels. Ça correspond à l'apparition des Syriques sur la route. Quand vous allez prendre la route au niveau de cette période-là, justement, vous verrez qu'il y a des Syriques qui sortent un peu partout, on les voit. Et chaque année, en fait, c'est des choses que je voyais, mais j'ai jamais fait gaffe. Et c'est quand j'ai eu cette connaissance-là, justement, que c'était par rapport à la constellation de Syrique, que je me suis dit, bah oui, c'est tout à fait logique que ça corresponde aussi à la période où le Syrique va sortir et qu'on va le voir de plus en plus sur les routes. C'est ça.
Et c'est considéré donc comme une période d'abondance, puisque quand on voit une multitude de cycles, il y a un lot. Ouais. Un lot. Donc toute cette quantité, symboliquement, représente aussi l'abondance. On va en voir. Et puis l'abondance parce qu'il y a les pluies. Et puis parce qu'avec les pluies aussi, voilà, les terres récoltes sont arrosées. Voilà. Nous sommes en quelle année? Sur l'année 4600. À partir du juin, on va rentrer dans la 4601e année. Il y a d'autres propositions qui sont faites, mais à un moment donné, il faut bien qu'on se fixe sur un... 4600 ans, 601. Ok, d'accord. Exact. D'accord. Donc, tu as un peu parlé de comment tu penses notre lien avec les Kalina. Donc, comment tu expliques, toi, cette survivance de la culture Kalina aujourd'hui, alors qu'on nous vend le fait que c'est un peuple qui a été décimé, et on a vraiment du mal à comprendre justement comment un peuple décimé fait qu'on a toujours des gestes et des éléments culturels qui survivent. Alors, on parle de survivance, mais parce qu'on considère, comme tu dis, qu'il y a eu une phase d'élimination totale. Mais en fait, moi, je veux dire, qu'il y a une vivance. Et puis, parfois, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont sauter 2, 3, 4 générations, qui vont être comme en berne, sur 3, 4 générations. Et puis, à un moment donné, tac, un peu comme les étoiles d'ailleurs, hein. Je parlais tout à l'heure de cette constellation qui apparaît, qui disparaît et puis qui réapparaît. Quand on dit c'est pas la mort qu'il a, c'est disparaître qu'il a. Peut-être qu'on fait référence aussi sans se rendre compte, on fait peut-être référence à ce qu'on observait au niveau du ciel. Il y a des étoiles qui disparaissent ou c'est quoi en fait ils sont morts, mais en fait quelque temps après ils vont réapparaître dans le ciel là. Donc c'est pas la mort, c'est disparaître. Et donc du coup, je pense que en fait c'est inscrit peut-être dans une certaine mesure. Je ne vais pas dire dans l'ADN, mais c'est inscrit en nous. Et puis, il y a une sorte de phénomène de résurgence qui fait, regardez, pareil pour les racines kamites ou africaines. On a des parents ou des arrière-grands-parents qui ont rejeté complètement leur africanité. Et puis, nous sommes la génération qui dit, mais attends, et nos racines africaines, mais comment ça se fait? Mais je revendique aussi cette part de... Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des phénomènes comme ça où on saute des générations, et puis il y a quelque chose qui ressurgit. Et j'aime bien ce mot de renaissance, parce qu'en fait, c'est comme un sursaut de vie. Hein. Et donc c'est pour ça que je dis c'est survivance, mais c'est vivance. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin que quelque chose peut-être ne disparaisse pas complètement. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aussi marqué quand je suis allé à la Dominique, c'est que j'avais eu le sentiment que l'âme du peuple lui-même était en train de disparaître. Parce qu'il y a le peuple peut disparaître, mais quand l'âme, vous ressentez que l'âme est en train de... Là, dites, waouh, là, il y a danger. Là, alors, après, c'est peut-être aussi en apparence. Par rapport au village Kalinago, à la Dominique? Ah oui, par rapport au village et puis par rapport à tout l'environnement avant d'arriver au village lui-même. tout l'environnement, les rencontres, les échanges avec les personnes, leur état de santé mentale. Un petit peu comme les Indiens à une certaine période aux États-Unis? Ben voilà, c'est aussi une référence. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, la langue se perd. Les éléments qui sont pour moi... Ceux de la transmission d'une génération à l'autre, c'est la langue, et la langue se perd. C'est l'histoire, mais l'histoire pas celle que l'on raconte officiellement. Et puis les terres se transmettent, voilà. Donc à travers l'oralité, les contes, Et puis bien sûr les terres. Donc quand on a ces trois éléments, l'histoire, la langue, les terres, là waouh, oh, ok. Donc les terres nous échappent. La langue nous échappe, les histoires et tout ce qui tourne autour des histoires avec des traditions, des pratiques, etc. L'âme est en train, on pourrait en tout cas penser que l'âme est en train de s'éteindre et que c'est... Ça peut être dû par une nouvelle génération qui ne souhaite pas perdurer, ça peut être dû au système qui fait en sorte d'eux, il peut y avoir plusieurs explications. Moi, je pense que ce qui n'est pas régénéré ne peut pas demeurer acquis. Et c'est ça aussi la force d'un nouvel an, c'est que c'est une régénération. Vous rencontrez votre compagne, vous dites on s'est rencontrés le 2 avril, même si vous le faites comme ça,
tous les 2 avril, vous ressentez. Je ne parle même pas d'un acte de mariage qui serait l'acte de fondation du couple. Mais là, tous les 2 avril, on s'est rencontrés le 2 avril, ça serait peut-être bien qu'on fête ça. Donc vous considérez que le 2 avril, c'est comme si en fait vous faites une sorte de rituel. Un point d'ancrage d'une certaine manière. Et c'est un point d'ancrage, c'est-à-dire c'est une pierre de fondation pour dire les choses de manière un peu plus juste. C'est un point d'ancrage et c'est une pierre de fondation. Donc vous posez une pierre de fondation et vous dites que sur cette pierre de fondation-là, on va édifier notre relation, on va former le couple, on formera une famille, etc. Et chaque année, qu'est-ce que vous faites? Vous y revenez. Comme on revient à une source en disant, tu te souviens, on s'était rencontrés le 2 avril. Et tous les 2 avril de chaque année, vous célébrez, donc célébrez avec la dimension commémorative, je reviens à ce moment où l'on s'est rencontrés. Et c'est sur la base de ce jour-là que je réitère la 8e année de relation, la 9e année de relation, la 10e année. C'est exactement ça, le principe d'un nouvel an. Donc les choses, pour qu'elles soient acquises, d'un point de vue à la fois spirituel, énergétique, et même d'un point de vue anthropologique, il faut qu'elles soient régénérées. Donc les choses qui ne sont pas régénérées, au bout d'un moment, elles s'étiolent, elles se dissipent, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a comme un sursaut, on ne s'en rend pas compte, mais il y a comme un sursaut à travers les générations que nous sommes et celles qui viennent, comme un sursaut, et partout, aux 4 coins de la Terre, de tous ces peuples qui disent « revenons à notre ancestralité ». Revenons à la source parce que quelque chose est en train de menacer une disparition, de nous menacer d'une disparition complète. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est clair. Mais d'ailleurs, quand tu parles de ça et de cette menace-là, parce que tout à l'heure tu as parlé justement des Indiens aux États-Unis, qu'est-ce que toi tu penses du terme amérindien pour définir ces peuples? Bon, alors on est là sur la question de la terminologie et qui décide de la terminologie? Bon, les peuples concernés n'ont pas choisi le mot amérindien. D'ailleurs, je crois que ce sont les Anglais. Je crois que c'est un mot d'origine anglais qui a peut-être même fait une sorte de truc très globalisant où on mettait des bounés anti-chivés aux Indiens. Donc je pense même que les Inuits, à un moment donné, faisaient partie des Amérindiens. Bon, donc moi, comme on est dans une réappropriation, y compris à travers les mots, à travers la langue, moi, je pense que le mot amérindien n'est pas adapté parce qu'en fait, il correspond à une terminologie qui a été définie par un groupe pour un autre. Et c'est important que le groupe lui-même se définisse. Dans les mots qui lui ressemblent, dans les mots qui sont en phase avec sa cosmovision, dans les mots qui sont chargés de toute la symbolique qui fait aussi sa civilisation, sa richesse. Moi, je pense que c'est aussi un enjeu. C'est une forme de réappropriation de soi et de l'âme du peuple. Non, je l'ai dit au début de l'émission, téléspectateurs, téléspectatrices, mon gars, pour nous soyez. Ok, et du coup, est-ce que tu as déjà goûté le kachiri? Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que le kachiri? Oui, je vais dire. Alors non, j'ai pas eu l'occasion de le goûter, mais je vais avoir l'occasion de le goûter. D'ailleurs, j'en suis ravi. Et le kachiri, c'est une bière. C'est une bière parce que c'est une boisson sacrée des Oui, peuples. c'est une boisson sacrée. Hein. J'insiste. Je vais insister encore dessus. Donc c'est bière avec alcool alors? Mais c'est une bière. Donc c'est une boisson, oui, alcoolisée, à base de manioc, mais qui est fermentée. Il y a tout un processus lié à la fermentation. Alors, on fabrique ce kachiri avec 2 maniocs. Le manioc doux ou le manioc amer, voire les 2. Le manioc amer, c'est le manioc dont on peut mourir. Hein. Celui qui contient du cyanure. Donc c'est intéressant déjà un petit peu pour amorcer la dimension spirituelle de la chose, pour pouvoir fabriquer un alcool qui crée de l'ivresse, parce que c'est un peu ça l'alcool, c'est de l'ivresse. Et l'ivresse peut aussi être exprimée dans une forme d'état de joie, et puis nous quoi, contents, nous ensemble, contents, nous légers. Bon. Il faut pouvoir maîtriser la toxicité de la racine. Donc il y a une notion de maîtriser la toxicité d'une racine pour pouvoir en tirer une boisson qui apporte de l'ivresse. Il faudra bien doser. Hein. Donc il y a un processus de transformation. Dosage. Oui, et puis il y a un processus de transformation. Parce que Mounjamo, ici, il y a comme ailleurs, hein, quand tu sais pas, tu prends ça, tac, et puis ou quoi mort, puisque ou pas maîtriser toxicité. Donc il y a quand même cette notion de il a fallu maîtriser la toxicité. Mais malgré la toxicité,
on ne rejette pas cette racine, on l'utilise, on en tire les produits qu'on partage au sein de la communauté et on en fait une boisson communautaire. Parce que je dis que c'est une boisson sacrée et elle est également communautaire. C'est-à-dire qu'en général, quand on fabrique du kachiri, c'est pas pour boire ou caillou là, pourquoi boire un petit coup tous les soirs tout seul. Donc à boire, c'est parce qu'on est ensemble. Et il y a des célébrations spécifiques, je vais aussi en parler, notamment lors d'une cérémonie que les Kalinia appellent l'Epoko Donon, qui est la levée du deuil. Et on fabrique effectivement en quantité importante pour que la communauté soit en mesure de partager pendant plusieurs jours cette bière et pour qu'effectivement on puisse célébrer dignement la sortie du deuil d'un proche, etc. Et c'est toute la communauté qui est impliquée aussi. Donc il y aura l'explication par rapport au kachiri, par rapport à la boisson, et je dirais d'expliquer également l'esprit de cette boisson-là. Pourquoi et quel est le but quand on le boit aussi, le résultat, le but. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait voir? Comment ça se passe? Alors justement, il y a une Yopoto, chef de village, qui viendra, qui fait le déplacement spécialement pour animer cet atelier et elle sera, je pense, ravie de pouvoir partager ces éléments. Moi, je ne peux pas vous en dire plus, D'accord. Mais elle se fera fort de partager justement tous les aspects spirituels et tous les aspects sacrés de ce qu'est cette boisson. Parce que quand j'entends ça, je pense au premier peuple américain, voilà, pour pas dire l'autre, pour pas dire indien. Quand on parlait de calumet de la paix, et puis voilà. Oui. Et c'était aussi dans un but spirituel pour voir certaines choses également, pour avoir certaines pas prévisions. Divination. Comment tu dis? Divination. Divination, c'est ça. Voilà, certaines divinations pour savoir, pour comprendre et mieux comprendre certaines choses. Tout à fait. Donc on va, voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu allais nous dire pourquoi le crabe oui, côté. Oui, il faut quand même que j'en dise un peu plus. Oui. Oui. Bon, le crabe, il y a plusieurs aspects. Il y a sa morphologie. Le crabe a des pattes, mais il a aussi des pinces. Les pinces, c'est ce qui permet de saisir, d'attraper, de prendre. Bon, le crabe, c'est aussi un animal qui creuse des trous. Qui a entré en fond terre et puis qui a fouillé terre jusqu'à temps il trouvait il boit de l'eau aussi. Alors pas forcément le cyrique là, mais nous avons mangé crabe terre pendant la période de Pâques et puis nous avons mangé l'autre là qui est en mangove là, parce que c'est pas tout à fait le même crabe, les Pentecôte là qui arrivé. Et en fait le crabe effectivement il y a sa forme. Bon, il y a déjà la forme, il y a une carapace. C'est aussi un animal qui fait quand il rentre dans son trou, il peut reboucher son trou, puis qui a fait un muet, qui a métamorphosé, quoi, et qui a tiré vieille carapace là, qui a, entre guillemets, dépassé, passé la mode, il était déjà forgé en carapace, et puis qui a quitté vieille carapace là, ancien carapace là, et puis le temps que la nouvelle carapace se durcisse, il reste à l'abri dans le trou. Donc il y a tout un symbolisme autour de la mue. Et d'une manière générale, on ne parle pas d'initiation et de spiritualité sans évoquer la notion de métamorphose, de changement d'état, de mue. Donc on a tout un symbolisme autour de la mue, du changement d'état. On a un symbolisme où il y a effectivement se mettre à l'abri du regard. Et puis, on a aussi la notion de profondeur. Il faut qu'il fouille. Il faut qu'on fouille des lèvres, il faut qu'on fouille au même. Il faut qu'on fouille en disant on va fouiller, on est en expliquant. Ah, moi, l'ami s'est dit, mais ça m'en fouille. Vous connaissez pourquoi? Même ça, m'en fouiller, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond. Une introspection, j'ai envie de dire. Voilà, ça ouvre l'accès à quelque chose qui est. Bon, c'est évoqué d'une certaine manière. Et puis, il y a la notion de l'eau. Parce que c'est un animal, en tout cas le crabe de terre, qui recherche de l'eau, parce qu'il il est encore équipé d'un système branchial, etc. Et puis, il y a l'environnement, il y a plusieurs aspects. Il y a la morphologie, il y a le comportement de l'animal, qui peut effectivement venir nourrir le symbolisme. Il y a le nom que porte l'animal dans la langue originelle, c'est pour ça que c'est important de se dire, mais comment il y a crié bête là? Et puis, pour tu crier comme ça, qui signification ça nie? Bon, on le sait très bien quand on découvre aussi le Wusikam, le Tikam, on se rend compte que les langues portent
comporte en elle une information qui nous éclaire sur énormément de choses quand on arrive à les déchiffrer. Et puis on a l'environnement. Quand vous prenez le crabe de mangrove, la mangrove, c'est un habitat très particulier entre la mer et la terre ferme. C'est à la fois une sorte de nurserie, c'est l'espace où effectivement se développe un certain nombre de vies qui ensuite peuvent évoluer vers la mer ou évoluer vers les rivières. Bon, donc on a tout un symbolisme, pour ne pas en dire plus, on a tout un symbolisme qui est lié à une observation, parce que tu as observé. Et donc quand effectivement les Kalinia décident de dessiner le crabe, c'est effectivement parce qu'effectivement ils observent qu'à ce moment-là, il y a beaucoup effectivement de syriques ou bien, etc. Mais il y a aussi le symbolisme qu'ils ont plaqué dans une certaine mesure en disant cet animal, voilà ce qu'il représente dans la pensée symbolique. On a la notion de pince, d'attraper, parce que pour fouiller, il faut qu'il soit équipé aussi. Et donc ça veut dire que cet animal, il a cette espèce d'intelligence de fouiller. Il peut fouiller a priori jusqu'à 2 mètres pour aller chercher de l'eau. Donc on peut avoir aussi la notion on peut trouver la notion de noun, la notion de profondeur, et puis qu'elle disparaît en tout. Et puis elle est arrivée, qu'elle réapparaît, qu'elle fait qu'on étoiles là finalement. On dit où mon pas de cas ou en tout cas là. On dit mon était en tout cas là ou pas de cas et puis l'autre a viré ça veut dire il virait paraître ou qu'a dit mon en tout cas là nous pas de cas. C'est des expressions, mais en fait l'âme, quand je dis l'âme, on se comprend, même si peut-être ce mot-là, mais l'âme s'exprime de façon parfois très subtile, dans des expressions qui perdurent, dans des traditions qui perdurent, dans une pensée symbolique qui est peut-être un petit peu démembrée, mais pour peu qu'on reconstitue, on se rend compte qu'il y a une pensée symbolique et qu'elle est là, quoi. Elle est fidèle au poste dans beaucoup d'aspects de nos traditions, de notre culture, quoi. L'âme vivante, comme tu disais, et pas le vestige. Donc, pour revenir à la manifestation qui aura lieu, si tu peux donner également les dates. Alors, cette masterclass sur la fabrication du kachiri aura lieu le dimanche 1er juin. Le dimanche 1er juin. Ça débutera, c'est marqué 9h, mais ça débutera finalement à 8h. Bon, les gens qui s'inscrivent, je leur dirai. Ça comprend plusieurs choses. La fabrication, là, on va mettre la main à la pâte, on va éplucher les... Alors bien sûr, on fera un tour, puisque c'est la Maison du Manioc qui nous accueille. C'est à Saint-Laurent. C'est à Saint-Laurent, au François Saint-Esprit, voilà, c'est ça. Moi, je connais. Raymond, voilà, c'est Raymond Richaud. Et donc on va mettre la main à la pâte, on va éplucher le manioc, on fera un tour bien sûr, parce qu'il y a peut-être des gens qui découvriront aussi. Et puis bon, les gens se demanderont, mais comment on fait la différence entre le manioc amer? Bon, on verra. Et donc il y aura là le processus de fabrication du kachiri, mais il y aura aussi donc la dégustation de la fameuse boisson, mais il y aura aussi ce qu'on appelle le kasilipo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on récupère le jus du manioc, on fait en sorte d'en retirer toute la toxicité à travers un processus de cuisson, bon, on participe à tout ça, et ce jus-là, on en fait une espèce de blaf. Bon, Raymond Richaud me dit que c'est certainement l'ancêtre du blaf. Il dit que ça doit être le parent du blaf. Et en fait, on peut y cuire de la viande, on peut y cuire du poisson. Et puis à un moment donné, on mange ça avec des galettes de cassave. On trempe et puis on mange ça. Il paraît que c'est très très bon. Et c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, même en Guyane, et qui est très recherché, quoi, et très apprécié aussi. Donc il y aura aussi la dégustation du kasilipo. Et les réservations, c'est jusqu'au? Les réservations, c'est jusqu'au 15 mai. Donc prière de m'appeler de m'envoyer un message au 0696 953 469. Oui, les réservations, c'est jusqu'au 15 mai. Date butoir. Yes. Ok. Comme on touche à la fin, est-ce que tu as un dernier mot à partager avec nous? Un dernier mot. Moi, je suis ravi que vous m'ayez invité pour pouvoir en parler. Le plaisir est partagé, parce que moi, j'ai beaucoup appris. J'ai hâte de goûter le kachiri. J'ai hâte aussi de goûter le kachiri. Et je pense que c'est important et que ça répond... Il y a des personnes qui se sont inscrites et qui ont comme une sorte d'appel, qui ne sont pas forcément convaincus par des arguments sur un plan spirituel ou autre, mais qui ressentent un appel de participer, de venir
de venir se rassembler à cette occasion et de se réapproprier en fait un héritage. Moi, je pense qu'il y a une recherche identitaire aussi qui s'effectue. Bien sûr. Ah voilà. Oui, profondément. Là, profondément, on constate qu'il y a eu trop de mensonges, donc automatiquement, les gens cherchent certaines vérités. Exactement. Oui, et puis il y a besoin de s'ancrer. Il y a besoin de s'ancrer. Et on ressent que l'ancrage ne passe pas uniquement par des... Comment est-ce que je vais dire ça ? Par des pratiques qui peuvent être bonnes par ailleurs, mais par le besoin de... Parce que, pour vous dire quelque chose, ces étoiles-là, il y en a 7 principalement. Alors je me suis intéressé un petit peu aux cosmogonies d'ici et d'ailleurs autour de ces étoiles. Et c'est intéressant parce que c'est un groupe d'étoiles, ces étoiles se déplacent ensemble. D'ailleurs, c'est un amas d'étoiles. Et donc, ça convoque un peu l'idée d'unité, de famille, de ensemble. Et en fait, il y a aussi un besoin, c'est peut-être le mot, de se consteller, de se retrouver en famille. C'est-à-dire qu'on peut être un peu en exil, en fait. On a besoin de se retrouver en disant « Ah, là, je me reconnais ». De se retrouver là, et en même temps de briller tous ensemble aussi. Et de briller, puisqu'effectivement, on parle d'étoiles et donc de lumière. Voilà. Exactement, c'est une belle image. Avant de terminer cette émission, tout d'abord, je te remercie, Abner. Merci. Beaucoup d'informations ce soir. Franchement, bon, comme d'habitude, on en apprend, beaucoup. Et c'est une thématique qui fait un petit peu rêver, mais en même temps, c'est bien ancré. C'est pas des milliers de kilomètres, c'est chez nous. Et donc, c'est pourquoi c'est important de se reconnecter. Et en parlant de se reconnecter, Grégory, s'il te plaît, quelques images, un colloque qui aura lieu le 9 mai 2025, le 25e convoi de la réparation, voilà, on le voit. Donc, il y aura un colloque le 9 mai au Tropicatrium, salle France Fanon, à 9h jusqu'à 19h. Il y aura 2 conférenciers. Monsieur le maître Dominique Monotuka et monsieur Guy Albert Ruffin Duhamel, avec 3 tables rondes sur l'éducation culturelle avec madame Esmeralda, Georges Chal, Vicky Poulain, voilà. La santé avec Emmanuel Nossin et Denis Césaire, et la ressource avec monsieur Marcel Bourgade et Amilcar de Vassoine. Donc, si vous avez le temps, le 9 mai, pour parler de l'institutionnalisation de la société martiniquaise. Bon, pas bafouille, mais bon. Institutionnalisation, voilà, mon bien fait, actuellement. De la société martiniquaise. Bon, on a tout dit. De toute façon, je pense que c'est tout un processus, que ce soit Kalina, par rapport à ce qu'on a parlé du jardin de Clieu, jusqu'au convoi. C'est toujours une recherche identitaire à mieux se comprendre soi-même. Tout à fait, il y a une convergence. Ouais, une convergence de tout ça. Sur ce, Ulrich. Oui, je voulais juste préciser que quand on est dans les réparations, ça concerne aussi la culture Kalina, donc comme je l'ai dit, pour ne pas la laisser dans les vestiges. Mais en parlant de vestiges, je tiens à rappeler, c'est peu connu, qu'il y a un objet qui appartient au Kalina de Martinique, qui est en France dans le musée du Quai Branly. Donc c'est une sorte de spatule. C'est quelque chose de spirituel en tout cas, une sorte de spatule qui permettait aussi de provoquer les vomissements, mais qui a tout un aspect spirituel qui se trouve en région parisienne. Et que dans le cadre de réparation, ce serait intéressant que une partie de notre patrimoine spirituel revienne à Martinique. Parce que ça, par exemple, sur le Bénin ou le continent africain, on leur expose souvent que oui, mais ils n'ont pas d'endroit où ils pourraient conserver, etc. En Martinique, il y a tout. Il y a tout ça. Donc là, c'est pas un débat qu'on peut poser ici. Donc je pense que ce serait intéressant justement que les gens s'informent là-dessus. Je vais donner des informations au fur et à mesure. Mais il y a une spatule comme ça qui est au musée des Quai Branly et qui devrait justement revenir en Martinique, puisque c'est son territoire où ça a été extrait et que c'est important que notre patrimoine revienne. Il y a une part de spiritualité aussi. Comment ? Il y a une part de spiritualité. Parce que garder les objets loin du territoire, certains pays en Afrique peuvent le dire aussi, puisqu'ils veulent récupérer certains objets à travers les musées. Et il y a cette part de spiritualité pour fortifier un petit peu, pour fortifier également le peuple. Voilà, exactement. Donc voilà, bon, téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez apprécié ce moment, cette émission de ce soir. Le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.